Comment sait-on combien de prot on doit prendre par jour? Alors c'est très simple, si vous faites de la muscu, parce que si vous ne faites pas de muscu, ce ne sera pas les mêmes taux de protéines. Si vous faites de la muscu, il faut avoir entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Après, comment savoir si on doit plutôt être à 1,6 ou à 2,2? Ça va tout simplement dépendre de votre taux de masse grasse. Si vous avez un taux de masse grasse très élevé, vous serez plutôt à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, alors que si vous êtes plutôt sec avec un taux de masse grasse relativement bas, vous serez plus proche des 2,2. En fait, on recommande 2,2 g de protéines par kilo de masse sèche. Du coup, en gros, c'est votre masse sèche, c'est votre poids de corps, si vous voulez, sans le gras, pour faire simple. Donc voilà, entre 1,6 et 2,2, plus vous avez un taux de masse grasse élevé, plus vous êtes gras, plus vous serez vers les 1,6. Et sinon, vous serez plutôt vers les 2,2. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Et si tu veux plus d'informations, j'ai envie de mettre le live sur mon ordi, comme ça j'aurai vos questions. Hey, ça va, salut. Ah voilà, je vais pouvoir mettre le live ici. Clac. Hop. Clac. Est-ce que alors, j'avais quelques questions. Attendez, je suis en train de remonter. Alors, bonjour. Alors, question suivante. Coucou Evan, je suis en perte de poids, mais je n'arrive pas à avoir la sensation de satiété, même si je mange beaucoup. Comment faire? Augmenter ton nombre de protéines, tout simplement parce que les protéines te permettent d'arriver à satiété plus rapidement, mais également augmenter ton volume alimentaire, donc c'est-à-dire privilégier les aliments qui sont faibles, qui ont une faible densité énergétique. Typiquement les légumes, les fruits. Les fruits, souvent, ils sont trop négligés. Votre source de glucides, ça peut être des fruits sur un repas. Et du coup, augmenter votre rapport en fibres, augmenter tout ce qui va être faible en calories. Comme ça, vous aurez beaucoup de quantité pour pas beaucoup de calories, surtout quand on est en perte de poids. Sensation de satiété. Voilà, donc plus de protéines, plus de fibres, plus de légumes. Ça, c'est ce qui me vient direct à l'esprit. Après, typiquement, vous pouvez aussi faire, je sais que très facilement, vous pouvez trouver des recettes glace 0 calories, par exemple, sur YouTube. Il y a Denis Gaulois qui en a fait une. Voilà, une glace 0 calories, ça va vous donner... vous allez pouvoir manger de la glace et il n'y a pas de calories dedans. Du coup, ça va vous permettre d'arriver à satiété beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut être une solution. Et sinon, je pense que j'ai énuméré les différents points. Après, tu peux aussi ralentir quand tu manges. Poser ta fourchette entre deux cuillères, entre deux fourchettées, bien mâcher. Et déjà, tu vas voir que vu que ton repas va être plus long, tu vas arriver à satiété, je pense, plus facilement. Après, on n'est pas tous égaux là-dessus. Moi, je sais que pareil, je galère pas mal à arriver à satiété. Mais voilà. Nabil, quel genre de question, quel genre de sujet? Peu importe ce que vous voulez. Nutrition, entraînement, vraiment ce que vous voulez. Rejoins vidéo. Où je dois trouver aussi. Si vous avez des questions, normalement, il doit y avoir quelque part un endroit où vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser directement dans la boîte à questions, ce sera plus simple pour que je les retrouve. Comment strapper le fascia lata, s'il te plaît? Strapper le fascia lata, alors si tu veux parler d'un strap sur la cuisse, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc c'est pas ici qu'il faut demander ça. Plutôt demander à un kiné ou peut-être à un coureur. Ce sera mieux. Si jamais je loupe vos questions, reposez-les. Sujet pas assez traité à mon goût, comment faire face à la démotivation générale? Comment faire face à la démotivation? En vrai, quand on est démotivé, alors déjà ça fait partie du process, hein. Vous pouvez pas être toujours motivé. Des fois, rien que le fait de s'éloigner un peu de la chose, de moins se mettre de la pression, de ralentir un petit peu la cadence, ça peut vous permettre de vous remotiver. Tout simplement, si vous aimez aller à la salle, si vous aimez faire ça,
vous allez avoir envie d'y retourner par vous-même. Et tout simplement, ça fait partie du process. Même moi, des fois, je suis démotivé, j'ai pas envie d'y aller. Et, et ça fait partie du process. Et après, en vrai, vous pouvez juste le fait des fois de couper un peu. Ça va vous montrer qu'en fait, vous avez besoin de ça, c'est essentiel, que ça fait partie de vous et que en fait, ça vous fait kiffer et que vous vous sentez bien quand vous y allez. Et le fait des fois de stopper un peu, ça peut vous remotiver à vouloir y retourner en mode là, je me sens moins bien en fait depuis que j'arrête. Là, je me sens moins bien et en fait, ça va vous remotiver. Et après, souvent, quand vous êtes démotivé, c'est simplement que vous ne voyez pas de progression, vous ne voyez pas de résultat. Donc, pour savoir si vous progressez, il faut déjà traquer votre progression. Ça passe par les mensurations. Ça passe par peut-être avoir un tableau avec votre poids de corps et la date à côté. Ça passe par je sais pas, les photos. Ça passe par traquer vos charges à l'entraînement. Et en fait, tout simplement, si vous voyez que vos charges elles montent, que vos mensurations vont dans le sens que vous avez envie, que visuellement sur vos photos, ça change, que votre poids de corps il va dans le sens que vous avez envie, tout simplement, vous allez voir de la progression, voir des résultats et automatiquement la motivation va venir avec. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, j'avoue que c'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment réfléchi et mis l'accent dessus. Mais voilà, du moins mon point de vue là-dessus, quoi. Et si vous voulez réagir par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a 3 questions dans la boîte à questions. Ah oui, alors, est-ce que faire 30 minutes de cardio 5 jours par semaine, c'est bien pour perdre du gras? Alors déjà, il faut comprendre que c'est pas une chose qui vous fera perdre du gras. Ce qui vous fera perdre du gras, ça va être un ensemble de choses. Déjà, en fait, tu peux faire 30 minutes de cardio, 1 minute de cardio, 1 heure de cardio, 2 heures de cardio par jour. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu vas pas perdre de gras, ou du moins, ce sera très difficile. Donc, avant toute chose, faut que tu sois en déficit calorique, et tu peux faire un déficit calorique par plein de manières possibles. Alors oui, faire 30 minutes de cardio, faire 30 minutes de marche rapide par jour, c'est bien. Parce que si tu as un objectif de perte de poids, ton objectif c'est de créer un déficit calorique. Donc c'est soit de réduire ton apport calorique via l'alimentation, soit d'augmenter ta dépense via tes entraînements, enfin ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Le mieux c'est de faire les deux. Et du coup, oui, c'est bien, parce que ça va te permettre d'augmenter ta dépense, de faire 30 minutes de cardio par jour, ou du moins 5 fois par semaine. Ça va te permettre d'augmenter ton nombre de pas si tu fais de la marche. Mais plutôt que de se fixer peut-être de faire 30 minutes de cardio par jour, fixe-toi un nombre de pas, tu vois. Et en plus de ça, tu peux rajouter des sessions de cardio. Mais déjà, se fixer un nombre de pas, ça va te permettre d'augmenter ta dépense. Et ça va te permettre d'augmenter, de potentiellement te créer un déficit calorique. Alors, pensez toujours que c'est pas une chose qui vous fait perdre du poids ou prendre du poids, c'est toujours un ensemble de choses, un ensemble global. Tac. J'ai une autre question. Comment bien effectuer un squat? Alors déjà, le squat, ça va dépendre de votre morpho. Si vous avez les fémurs longs, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fémur, c'est votre cuisse en gros, c'est la partie entre... Oh mince, j'ai plus de batterie. C'est la partie entre votre cuisse et votre genou. Et du coup, quand vous avez les fémurs longs, généralement, ça va être difficile de descendre. Après, si on fait une généralité, on va dire, moi je vous dirais déjà d'essayer différents placements au niveau de vos pieds, soit plus ouverts, soit plus fermés. La lumière va se rallumer normalement. Soit plus ouvert, soit plus fermé. Essayez de faire quelques séries avec les pieds dans différentes positions. En fonction de la position que vous préférez, gardez cet espacement de pied. Ensuite, tout simplement, vous ne pourrez pas avoir un squat parfait dès le début. Alors c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup d'amplitude ou que vous galériez à descendre. Donc travaillez votre technique. Ne cherchez pas à mettre du poids le plus rapidement possible à tout prix. Et ensuite, je vous dirais en fonction de la variante que vous faites, je vous dirais de vous filmer aussi. Mais en fonction de la variante que vous faites, cherchez à garder un dos plutôt plat et à essayer de pousser vos fesses vers l'arrière, vers le bas, comme si vous vous asseyez sur une chaise
et à la remontée, c'est d'être explosif. Clac. Tac, tac. Ah, j'avais une question là, sur la créatine de Samia. 20 grammes de créatine pendant 5 jours, puis 3-5 grammes par jour, ou directement 5 grammes par jour. Alors moi, donc 20 grammes de créatine par jour, c'est ce qu'on appelle en gros une phase de charge. De ce que j'ai vu, les études montrent que la phase de charge, ça n'a pas réellement beaucoup d'effets. Il n'y a pas vraiment gros impact ou de gros bénéfices à faire une phase de charge au début de votre prise de créatine. Ça peut avoir plus de désavantages même. Si vous n'avez jamais pris de créatine et que vous passez à 20 grammes par jour, bah, votre système digestif il peut ne pas apprécier. Donc ça peut vous donner des troubles digestifs. Moi, ce que je vous recommanderais serait peut-être plutôt de commencer sur 2-3 grammes par jour et d'augmenter progressivement votre créatine parce que tout simplement pour que votre système digestif il prenne pas cher, parce que si vous digérez pas bien la créatine que vous prenez, ça peut vous donner vous pouvez mal la digérer. Donc moi je recommanderais 2-3 grammes par jour, puis chaque semaine peut-être monter d'1 gramme jusqu'à aller atteindre les 5-6 grammes. Ça va dépendre après de votre poids de corps. Bien sûr, quand vous prenez une créatine, choisissez une créatine monohydrate avec le label Créapure. Tu peux nous expliquer le déficit calorique de Margot. Alors le déficit calorique, ok. Vous voyez, vous avez un compte en banque. Ok, votre compte en banque, votre but quand vous faites un déficit calorique, votre but c'est que votre compte en banque soit en négatif. Dans la vraie vie, le but c'est que le compte en banque soit en positif, si vous voulez garder votre argent. Mais là, dans l'exemple, le but sera de finir en négatif. Donc tous les jours, vous avez une somme qui arrive sur votre compte en banque. Cette somme qui arrive, c'est les calories que vous mangez. Vous mangez 2000 calories, vous avez 2000 euros qui arrivent sur votre compte. Et ensuite, on va dire qu'il y a des taxes. Votre taxe, une taxe, c'est le métabolisme de base. Votre métabolisme de base, je sais pas, il va prendre 1500 euros. Donc il vous restera 500 euros. Ensuite, du coup, sur ces 500 euros, je sais pas, vous allez marcher 10 000 pas par jour. Ça va vous dépenser peut-être, je sais pas, 300 calories. Hop, il vous restera 200 euros. Sur ces 200 euros là, vous allez à la salle de sport. Du coup, bah, ça va vous redépenser, je sais pas, 300 euros. Là, vous avez plus d'argent, vous êtes en déficit de 100 euros. Et tout ce que vous allez faire en plus, en fait, bah, c'est de la dépense. Et en gros, le but, c'est que votre compte en banque il soit dans le négatif à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Et du coup, le déficit calorique, c'est ça. Vous devez dépenser plus d'énergie que ce que vous apportez à votre corps via l'alimentation. Et votre dépense énergétique, elle vient de votre métabolisme de base. Donc ça, c'est pour que votre corps il fonctionne normalement pour qu'il fonctionne sans que vous fassiez rien. En gros, vous êtes allongé pendant 24 heures, vous ne bougez pas. C'est votre métabolisme de base. C'est les calories qu'il utilise pour vous maintenir en vie. Et ensuite, il y a votre dépense, donc la marche, le sport. C'est pas vous faites le ménage, vous levez le bras, vous buvez de l'eau enfin tous les gestes que vous faites, c'est une dépense calorique. Et du coup, le but c'est que votre dépense soit plus élevée que votre apport, que ce que vous apportez à votre corps. Donc voilà, et vous pouvez un peu imaginer que c'est le même principe qu'un compte en banque en fait, et qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous devez être dans le rouge, vous devez être dans le négatif si vous faites un déficit. Et au contraire, si vous voulez faire un surplus, il faut que votre compte en banque soit dans le vert, dans le positif. Donc surplus calorique. Donc si vous prenez du poids, normalement vous êtes en surplus calorique. Si vous perdez du poids, vous êtes en déficit calorique. Donc voilà pour le déficit. Si vous voulez plus de précision ou si c'est clair, dites-le moi dans les commentaires. Salut Antoine. Désolé, j'ai pas mal de retard sur les commentaires, je pense. Ça sert à quoi la créatine? Désolé, je pose plein de questions. Margot. La créatine, en gros, c'est quelque chose qu'on a déjà de base dans le corps. On peut en avoir grâce à l'alimentation, notamment dans la viande rouge, dans le poisson. Et la créatine, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un substrat énergétique. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que votre muscle va utiliser pour se contracter, pour générer de la force. Et du coup, le muscle, il utilise en premier la créatine. Le vrai nom, c'est c'est la créatine phosphate, phosphocréatine. Du coup, il utilise
Il utilise la créatine en premier. Du coup, en fait, si on se supplémente en créatine, tout simplement, on va avoir plus de réserves de créatine et du coup, on pourra avoir plus d'endurance à l'entraînement et on pourra aussi soulever généralement un peu plus lourd. La créatine, c'est un substrat énergétique, tout comme le sucre, les glucides. Et du coup, généralement, les gens, ils ont du mal à avoir suffisamment de créatine avec l'alimentation classique, donc ça peut être intéressant de se supplémenter en créatine, surtout quand on fait de la muscu ou qu'on s'entraîne pas mal. Nos besoins en créatine sont augmentés. Du coup, automatiquement, c'est mieux de se supplémenter. Il n'y a pas de question bête, hein. Si vous ne savez pas c'est quoi un terme que j'utilise, posez la question. Rétention d'eau intracellulaire. Et vos muscles, oui, se supplémenter en créatine, ça fait de la rétention d'eau dans le muscle. Et du coup, c'est pour ça que des fois, quand on prend de la créatine, on a l'impression qu'on a plus de volume musculaire. Mais généralement, c'est uniquement l'eau qui est retenue dans le muscle. Et du coup, de se supplémenter en créatine, ça permet de s'entraîner plus longtemps, plus lourd. Du coup, ça permet de faire des séances plus productives. Et sur le long terme, ça peut te permettre du coup d'avoir plus de gains musculaires. Ça te permet également de mieux récupérer. Tu veux pas être mon coach de D.LLN13K10 écoute, envoie-moi un DM et puis on pourra en parler ensemble dans les commentaires. En message privé. Bonsoir Ness. Je viens d'arriver, je m'attendais à ce qu'il parle volet, je comprenais pas pourquoi il parlait d'argent. Ouais, non, c'était pour expliquer le déficit calorique, je donnais l'exemple d'un compte en banque. La créatine, j'en ai pris pendant un mois sans aucun effet, j'ai vu aucune différence et pourtant j'ai respecté les doses recommandées. What's happened? En fait, souvent les compléments alimentaires, vous n'allez pas avoir d'effet. C'est que, en fait, moi je prends la créatine, perso, je vois très peu d'effets, mais par contre, à très long terme, ça va avoir des effets. Et puis après, c'est pas juste parce que tu prends la créatine que tu vas exploser d'un coup, tu vois. Avant ça, il faut chercher à optimiser ton entraînement, tes exécutions, ta nutrition, avoir suffisamment d'apport, un total calorique qui est en adéquation avec les objectifs. Et tout simplement, quelle créatine t'as pris aussi. Je recommande toujours de prendre une créatine avec le label Créapure et une créatine qui est monohydrate. Et voilà, tout simplement, je te recommande toujours d'ailleurs de prendre ta créatine, si possible avec une source de glucides, pour augmenter l'assimilation. Et si tu veux encore plus optimiser, peut-être essayer de découper ta dose, ta prise du moins sur différents repas. Peut-être 2 grammes par repas, tu vois, si tu prends 6 grammes. Mais voilà, tous les compléments, ça va me prendre la traîne, ça marche bien. Tous les compléments, c'est pas magique, hein. Des fois, vous verrez pas les résultats à court terme, ce sera que à très long terme. Et en fait, faudrait que vous vous entraîneriez toute votre vie sans créatine. On fait marche arrière. On se réentraîne vous vous réentraînez toute votre vie avec créatine. Et là, on pourrait comparer si la créatine était efficace ou pas. Et le problème, c'est qu'on peut pas le faire. Est-ce que le cérélac est un aliment qui nous fait grossir? Voilà. Je sais même pas c'est quoi. Cérélac. Ok, ça a l'air d'être de la purée pour bébé. Ok. Ok, je ne connaissais pas du tout. Alors, bon. Donc, la question c'est, est-ce que le cérélac, je sais pas comment on dit, est un aliment qui nous fait grossir, donc entre parenthèses pour la prise de masse. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun aliment pour la prise de masse, il n'y a aucun aliment pour la perte de poids. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, il n'y a aucun aliment qui fait perdre du poids. Par contre, il y a des aliments, des familles d'aliments qui vont vous permettre d'être facilement en surplus calorique ou en déficit calorique. Si vous voulez prendre du poids, prendre du muscle, le mieux c'est d'être en surplus calorique. Pour être en surplus calorique, il faut choisir des aliments qui vous permettent d'avoir beaucoup de calories pour pas beaucoup de volume, pour pas beaucoup de quantité à manger. Surtout si vous avez du mal à manger. Donc, pour ça, vous pouvez partir sur tout ce qui va être oléagineux. Les fruits secs également. Plutôt que manger des fruits classiques, les fruits secs, c'est desséché, c'est déshydraté. Du coup, en fait, une banane déshydratée et une banane classique,
bah en fait la banane déshydratée, elle sera la quantité, le volume sera beaucoup plus petit, sera beaucoup plus facile à manger qu'une banane classique. Donc vos calories, vous allez les monter beaucoup plus facilement tout en mangeant moins sur des fruits secs par exemple. Euh, voilà, tout ce qui est du coup oléagineux, fruits secs, poissons gras, les avocats, tout ce qui va être riche en graisse, en lipides, ça va être intéressant. Et ensuite, pour la perte de poids, bah, faut chercher des aliments à l'inverse qui sont très peu caloriques pour beaucoup de quantité, pour beaucoup de volume. Typiquement, les légumes, typiquement, les fruits, ça peut être aussi une bonne option. Euh, voilà, les pommes de terre, par exemple. Et il faut chercher à optimiser votre volume. Donc, quand vous êtes en perte de poids, il faut que vous mangiez le plus possible pour pas avoir faim, pour arriver à satiété, euh, tout en ayant le minimum de calories possible. Donc si vous avez, je sais pas, 2000 calories à manger par jour, votre but c'est d'avoir le plus de volume possible, le plus de grammes possible de nourriture, tout en respectant les 2000 calories. Donc voilà, il n'y a pas d'aliment prise de masse, il n'y a pas d'aliment perte de poids. Antoine Dumas, c'est quoi le sujet? Le sujet c'est, tu me poses ta question, j'y réponds, je te donne mon point de vue. Si je dois prendre un seul complément, c'est quoi le mieux? Thomas. Si tu dois prendre un seul complément, bah, une fois de plus, ça va dépendre de ce que tu as du mal à avoir par l'alimentation classique, parce qu'on se supplémente, on prend un complément alimentaire, parce qu'on n'arrive pas à, avoir ce qu'il nous faut via l'alimentation classique. Typiquement, si tu as du mal à avoir assez de protéines dans ton alimentation, pars sur de la whey. Si tu es dans un endroit qui est peu exposé au soleil, où tu sors très peu, prends de la vitamine D. Si tu manges très peu de viande rouge ou de poisson, prends de la créatine. Mais si tu manges très peu de viande rouge ou de poisson, peut-être que la whey sera mieux du coup. Voilà, vraiment ça dépend, mais les compléments que je recommande, c'est créatine, whey, vitamine D, magnésium, oméga 3. Donc c'est les 5 que je recommande d'un point de vue santé et d'un point de vue facilité dans la vie de tous les jours. Donc voilà, mais après ça va dépendre de toi et de ton budget bien évidemment, parce que c'est un budget. Et si jamais vous voulez commander des compléments, vous passez vous allez sur mon profil, vous allez dans le lien dans ma bio, vous cliquez sur MyProtein, vous arrivez sur le site MyProt, donc passez bien par le lien sinon ça ne marche pas. Et vous rentrez le code EVAN lors de votre commande, vous avez entre 30 et 40% de réduction sur tous les compléments. Et je crois sur les fringues, pas tous les fringues, mais presque tous. Anthony, un de mes élèves, du coup, merci pour les vidéos. Question alimentation, pourquoi on dit de consommer des fruits alors qu'il me semble que c'est faible en protéines? Bah, il faut consommer des fruits tout simplement d'un point de vue santé, d'un point de vue santé digestive et d'un point de vue apport en micronutrition, en micronutriments. Au niveau des fruits, vous allez manger des fruits, ça va vous apporter des vitamines, des minéraux. C'est essentiel si vous voulez rester en bonne santé, si vous voulez performer. Si vous avez des carences, ce sera très difficile de performer, de faire d'être bon à la salle, de battre vos perfs chaque semaine. Donc c'est pour ça que c'est important de manger des fruits. Des légumes, c'est pareil. Et les fruits, ça va vous apporter des fibres. Pour ceux qui ne savent pas, les fibres, c'est quelque chose d'ultra important, surtout sur une perte de poids, parce que ça va vous rassasier, ça va vous permettre d'arriver à satiété également. Les fibres, tout simplement, ça améliore la digestion. Ça va vous permettre d'activer votre système digestif et qu'il fonctionne normalement. Souvent, si vous avez une mauvaise digestion, vous consommez un peu plus de fibres. Donc, vous pouvez les avoir souvent, surtout via les fruits, les légumes, les légumineuses. Vous allez voir qu'au niveau de digestion, ça va être bien mieux déjà. Donc, les fruits, c'est faible en protéines, ça apporte plutôt des glucides, oui. C'est pas une source de protéines, mais c'est indispensable pour une bonne santé. Ne pas avoir de carence, avoir suffisamment de vitamines, de minéraux, ne pas avoir une mauvaise santé digestive et voilà, tout simplement, ça peut être de très bons alliés quand on a un objectif de perte de gras. J'aimerais, donc Crodaya, j'aimerais avoir ton avis sur ma stagnation de poids. Peux-tu me le faire en DM? Ouais, carrément, envoie-moi un DM et j'y répondrai à la fin du live. Donc j'ai un appel dans une demi-heure là, mais après mon appel, je pense. Tac. Si vous avez des questions, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous. Posez les questions et j'y répondrai. J'ai une boîte à questions ici. Combien coûtent tes coachings? Si vous voulez des infos sur mes coachings, venez en DM, ce sera beaucoup plus simple. Comment commencer? Ah oui, ça c'est bien.
Lauriana qui nous a posé une question. Je me suis inscrite à la salle 3 jours par semaine pour commencer. Est-ce que c'est ok? C'est carrément ok en fait. C'est bien mieux que si tu ne faisais rien, déjà. Donc c'est carrément ok. Déjà, souvent les gens ils se disent, je sais pas pourquoi, ils veulent s'inscrire. Tout le monde, ils veulent s'inscrire et ils veulent se mettre à faire 5 fois par semaine de la salle. Alors que, bah non en fait, ça se fait progressivement. Commencer progressivement, même si tu t'entraînes 2 fois par semaine, c'est mieux que rien. Et tu pourras avoir des résultats, des résultats que ce soit en prise de muscle, en perte de gras, sur 2 séances par semaine. Bien évidemment, ce sera plus long que si tu pouvais t'entraîner 3 fois ou 4 fois par exemple, mais, euh, mais oui, c'est bien, tu vois. Tout simplement, comment est-ce qu'on définit le nombre de fois qu'on doit aller à la salle? C'est tout simplement une question d'emploi du temps. Enfin, je sais pas si vous dites, je vais aller 5 fois par semaine à la salle, mais qu'en fait, votre emploi du temps, je sais pas, vous faites 40 heures semaine parce que vous avez des heures sup, vous avez votre famille à vous occuper, vous avez peut-être d'autres loisirs à côté, d'autres sports, bah, tout simplement, ce sera pas tenable. Sur une semaine, 2 semaines, c'est peut-être tenable, mais en fait, après, c'est pas tenable. Et vous allez vous dire, je sais pas, au bout d'un mois, vous allez dire, putain, j'ai été que 2 fois cette semaine ou 3 fois, je suis trop nul, et vous allez vous démotiver vous-même, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, bah, revoyez souvent à la baisse le nombre de fois que vous pouvez aller par semaine, ou du moins, commencez à aller 5 fois, et si vous voyez qu'en fait 5 fois c'est trop, réduisez un petit peu. Et c'est mieux d'y aller 3 fois par semaine pendant un an que 5 fois par semaine pendant un mois. Donc 3 fois par semaine pour commencer c'est très bien, même 2 fois par semaine c'est très bien. Et puis après, en fonction de comment vous vous sentez, si vous kiffez ça, si vous sentez que vous avez envie d'aller à la salle, que vous vous investissez à fond là-dedans, vous commencez à regarder des vidéos, que vous avez envie de tester des nouvelles choses, bah tout simplement ça va se faire naturellement, vous allez y aller plus souvent et vous allez avoir envie d'y aller beaucoup plus souvent que ce que vous étiez fixé de base. Et à contrario, si jamais une semaine vous pouvez pas y aller ou y aller moins, ou pendant un mois vous pouvez y aller moins, vous dites pas bah merde, c'est foutu, j'y étais que 2 fois. Non, c'est bien d'aller 2 fois, avant vous y alliez zéro. Maintenant vous y allez 2 fois, donc c'est bien. Et il y a des périodes où vous pourrez pas aller autant que vous voulez. Et ça fait partie du process. Moi perso, je fais 4 fois de la muscu par semaine. Et donc au minimum, quand j'ai envie, quand je me sens en forme, je fais une 5e séance. Et je fais deux cardio de 45 minutes et je vais courir une fois dans la semaine souvent. Bon, aujourd'hui, j'ai pas été, c'est le dimanche, mais j'ai préféré rester au lit. Et c'est pas grave, et c'est ok, j'irai la semaine prochaine. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Le but du live, c'est que vous posez vos questions et j'y réponds. C'est quoi la différence entre whey et la créatine? Alors, la whey, c'est un macronutriment. La créatine, ça va être un substrat énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est un macronutriment? Donc, la whey, déjà, c'est de la protéine. Et la protéine est un macronutriment. La whey, c'est de la protéine en poudre. C'est de la protéine qui a été extraite du lait. Quand on a du lait normal, quand on veut faire du fromage, et ben, en gros, il y a plein de procédés qui se font. Et au final, bah, on a une partie solide qui sort, ça ce sera le fromage, et on a une partie liquide, ça c'est grosso modo, c'est des déchets entre guillemets. Et cette partie de liquide là, on la garde, on va la filtrer, on va la déshydrater, ce qui va nous donner de la poudre, et cette poudre là, c'est de la protéine, tout simplement de la protéine en poudre. Donc la whey, c'est issu du lait, c'est de la protéine, et du coup c'est un macronutriment. Les autres macronutriments, c'est les glucides et les lipides et l'alcool. Je sais pas si on peut dire que c'est un macronutriment, mais ça apporte quand même des calories, donc je pense que oui, c'est considéré comme un macronutriment du coup. Voilà. Mais les 3 principaux, c'est protéines, glucides, lipides. Donc protéines, sucre, graisse. Et du coup, donc ça c'était pour la whey. Et la créatine, c'est un substrat énergétique. Donc en gros, c'est ce que votre muscle va utiliser pour se contracter, pour produire de la force, pour soulever des poids. Et du coup, c'est ça la différence. C'est juste la whey, du coup, c'est de la protéine. La protéine, ça vous permet de développer votre masse musculaire, d'entretenir votre masse musculaire.
Bien évidemment, vous développerez pas de masse musculaire si vous vous entraînez pas, c'est le facteur premier. Donc la protéine, c'est quelque chose que votre corps utilise pour également vos ongles, vos cheveux, enfin plein de choses. Et ça a un rôle principal d'entretien de la masse musculaire, du développement de la masse musculaire, de construction de la masse musculaire. Alors que la créatine, ça a pour rôle de fournir de l'énergie à votre muscle pour que vous puissiez déplacer un poids, que vous puissiez produire de la force, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Si jamais c'est pas clair, si j'utilise des termes que vous ne comprenez pas, posez des questions, bien évidemment. Camilla, bonjour. Tac tac. Rejoins la vidéo. Des fois, il n'y a pas tous les commentaires qui s'affichent. Alors, n'hésitez pas à reposer vos questions, reposer vos messages, parce que des fois, il y en a qui sautent. Voilà, donc si vous avez des questions sur la différence entre whey et créatine par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à reposer. Comment organiser nos séances de sport? Est-ce qu'il faut seulement faire push-pull-leg? Ah, très bonne question de Edine, du coup. Bader Edine. Donc, comment organiser ces séances de sport? Donc, je pense que tu parlais des formats d'entraînement. Est-ce qu'il faut seulement faire du push-pull-leg? Alors, non. Clo, créatine, c'est avant ou après la séance? Je réponds juste à ça avant parce qu'on était sur la créatine. La créatine, c'est pour mieux l'assimiler, essayer de séquencer votre prise. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, 6 grammes par jour, vous mangez 3 fois, faites 2 grammes à chaque repas. Et si vous voulez pas vous prendre la tête à séquencer vos prises, moi je vous conseillerais de la prendre après votre séance. Vous prenez vos 6 grammes d'un coup, comme ça c'est plus simple, vous l'oubliez pas. Moi perso je la prends le matin parce qu'après j'oublie de prendre mes compléments, donc je la prends le matin, comme ça au moins c'est fait, je suis sûr de pas l'oublier. C'est pas le plus optimal, mais si je cherchais à faire les choses optimales, en fait j'oublierais de la prendre. Donc c'est plus optimal pour moi de le faire comme ça plutôt que de le faire autrement. Du coup, la question c'était comment organiser nos séances de sport? Est-ce qu'il faut seulement faire du push-pull-leg? Alors non, il y a plein de formats d'entraînement qui existent, notamment, donc là, étant donné le push-pull-leg, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le push-pull-leg, donc le push, c'est une séance push, c'est une séance tous les mouvements de poussée. Vous allez avoir un poids proche de vous, vous allez pousser, vous allez tendre les bras. Sur ces séances-là, vous allez travailler principalement les pecs, l'avant de l'épaule, et les triceps. Les séances pull, ça va être les séances de tirage, tous les mouvements de tirage, donc vous allez avoir un poids loin de vous, vous allez chercher à le rapprocher, et ça va travailler le dos. Donc le dos c'est une partie du corps, c'est pas un muscle. Ça va travailler, du coup quand je dis le dos, ça travaille vos trapèzes, donc le haut de votre dos, vos grands dorsaux, donc ça c'est les côtés du dos. Ça va travailler également les rhomboïdes, c'est ce qu'il y a entre vos omoplates. Après, ça va travailler d'autres muscles qui sont un peu moins connus, grand rond, petit rond, etc. Mais on reste déjà sur grand dorsaux, trapèze, ce sera très bien. L'arrière de l'épaule également va être activé sur une séance pull, les biceps, et j'ai rien oublié. Et ensuite, sur une séance legs, on aura du coup le travail des cuisses, quadriceps, ischio, fessiers, mollets. Et voilà. Du coup, ça, c'est un format d'entraînement. Il n'y a pas un format d'entraînement qui est mieux qu'un autre, parce que tout simplement, il y a un format d'entraînement qui va mieux te convenir, et tu n'es pas obligé de suivre un format d'entraînement classique qui est connu. Tu peux très bien faire une journée, je sais pas, épaule dos, une journée, je sais pas, pec mollet, une journée, tu peux faire ce que tu veux en vrai. Tout simplement, ça va dépendre du nombre de séries que tu veux faire par groupe musculaire par semaine et de comment tu vas l'agencer. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer le maximum de formats d'entraînement qui sont connus, donc typiquement le PPL, push-pull-leg. Vous pouvez essayer le upper-lower, donc séance haut du corps, séance bas du corps. Le full body, séance où vous allez travailler l'ensemble de votre corps. Vous pouvez essayer, qu'est-ce que j'ai pas dit, le front-back. Donc vous faites une séance front sur tout le corps. Ça peut être avant d'épaule, pec, abdos, biceps, si même si vous voulez les quadris. Une séance front, ce sera dos, arrière d'épaule, triceps, fessiers, ischio-mollet. Ça c'est possible. Vous pouvez faire un push-pull revisité. Donc push-pull, c'est vous faites une séance push plus les mouvements de poussée avec les cuisses, donc pas que les mouvements de poussée avec le haut du corps. Mouvements de poussée haut du corps plus bas du corps. Faites une séance pull revisité, c'est une séance de tirage. Donc
comme j'ai dit tout à l'heure, dos, etc. Plus les mouvements de flexion au niveau des genoux, ou grosso modo travailler toute la chaîne postérieure des cuisses. Donc ischio, fessier et mollets. Quoique les mollets, on pourrait même les mettre dans une séance push, parce que c'est plutôt un mouvement de poussée. Donc voilà. Donc il n'y a pas un meilleur format d'entraînement que les autres. Ne faites pas que du PPL. C'est quoi le meilleur format? Okay. Ne faites pas que du PPL. Testez un peu tout et en fonction de ce que vous aimez faire, gardez un format d'entraînement. Et au bout d'un moment, en fait, moi j'ai des élèves, ils n'ont pas de format d'entraînement connu. Genre, là je sais que j'ai un programme à faire, il faut mettre le focus sur pec, épaule. Par contre, la séance jambes, il faudra la découper en deux. Du coup, en fait, au final, tu te retrouves des fois avec des séances, je vais prendre 3 trucs aléatoires, tu te retrouves avec des séances arrière d'épaule, quadriceps et biceps, tu vois. Et les 3 muscles n'ont rien à voir entre eux. Alors j'ai vu une question, donc salut, comment ça va Axel? Bah écoute, ça va très bien et toi? Si t'as des questions, n'hésite pas. Ah bah je vois que t'en as posé, j'y répondrai après. Thomas, c'est quoi le meilleur format d'entraînement pour 3 séances par semaine? Donc il n'y a pas de meilleur format d'entraînement. Par contre, je pense que tu devrais rajouter une petite séance orthographe dans ta semaine. C'est pas méchant, hein, mais format santé, 3 séances sans S. Je fais des fautes aussi, hein, mais j'aime bien qu'on me le dise, comme ça me permet de m'améliorer. C'est pas méchant. C'est quoi le meilleur format d'entraînement pour 3 séances par semaine? Du coup, il n'y a pas de meilleur format d'entraînement. Tout simplement, ça va dépendre de ce que tu aimes faire, de ce que tu veux prioriser. Tu peux essayer le PPL. Tu peux essayer le upper-lower. Par exemple, 2 séances upper, une séance lower. Tu peux faire 3 full body. Tu peux faire du front-back et un full body. Donc une séance front ou du front-back. Une séance front sur le haut du corps. Une séance back sur le haut du corps et une séance legs, c'est possible aussi. Il n'y a pas de meilleur format une fois de plus, ça dépend de ce que tu aimes faire, de ce que tu veux prioriser. Axel, j'ai fait 10 km en 4,48 minutes par kilomètre. Est-ce que c'est une bonne performance? Alors, étant donné que je suis pas coureur, je cours un petit peu, mais je m'y connais pas vraiment. Mais en soi, là, ça te donne du coup 4,48, ça te donne à peu près un peu moins de 50 minutes, 12 secondes x 10, 120, ça donne 48 minutes du coup sur les 10 bandes, c'est très bien, ça dépend de ton parcours bien évidemment, parce que si t'as que de la descente c'est plus facile, mais ouais c'est une bonne perf, ça dépend une fois de plus de ce que tu fais comme sport, de pourquoi tu cours, ou si tu cours juste pour te faire plaisir, mais ouais c'est une bonne perf. J'ai fait 10 bornes il y a pas longtemps, j'étais en 5... J'étais en 5 combien? 5-10 je crois au kill sur 10 bornes, mais le parcours était un peu chaud. Là j'ai une course pas loin de chez moi qui fait 10 km que en descente, je me tâte à la faire comme ça, essayer de taper un petit chrono. Samuel, combien de fois je dois faire les jambes par semaine? Alors ça dépend si tu veux prioriser les jambes ou pas. Si tes jambes sont un point faible, alors il faudra que tu aies un volume d'entraînement assez élevé sur tes jambes. Généralement par groupe musculaire, je te recommanderais, alors ça va dépendre de ta proximité de l'échec, mais je te recommanderais peut-être d'être aux alentours des 10-12 séries par groupe musculaire si tu t'entraînes proche de l'échec. Peut-être plus si tu es assez loin de l'échec. Mais généralement, moi je te recommanderais peut-être de découper tes séances jambes en deux. De faire plutôt une séance jambes peut-être axée quadri-fessier. Une séance axée du coup plutôt ischio-mollet, ischio-fessier. Et caler les adducteurs sur une des deux. Mais bien évidemment, si c'est pas une priorité pour toi, une seule fois suffira, je pense. Par contre, si tu veux prioriser ça, tu peux faire 2 fois. Tu peux même faire 3 fois. Tu vois, tu peux faire une séance quadri, fessier, une séance ischio et une séance mollet adducteur, tu vois. Une fois de plus, tout dépend de ce sur quoi tu veux mettre la priorité. Mais tu peux, après tu fais 4 fois par semaine. Si en soi tu peux faire 4 fois les jambes par semaine, tu mets un exo jambes. Si par exemple, je sais pas, si tu fais du foot, tu mets un exo jambes au début de chacune de tes séances de muscu, ça t'évite d'avoir des courbatures du futur et ça aura pas ou peu d'impact sur tes entraînements et tes matchs, quoi, par exemple. Mais tout dépend, une fois de plus, si tu fais 3 fois les jambes par semaine, tu auras un volume d'entraînement sur les jambes à chaque séance qui sera quand même assez faible. Tu feras pas des 3 séances jambes avec 20 séries sur les jambes par séance, quoi. Thomas Smile qui pleure. Désolé, hein, mais c'est juste, voilà, moi je sais que j'aime bien qu'on me dise quand je fais des fautes. Comme ça me permet de me renseigner, de voir. Des fois, c'est juste des erreurs d'inattention.
Et je sais que même dans la vie pro et tout, c'est important. Moi, il y a des gens qui me démarchent, c'est bourré de fautes. Bah, je réponds pas, je lis même pas jusqu'au bout, quoi. Donc c'est vraiment d'un point de vue pour que tu t'améliores et que ça te serve. Euh... Enfin, c'est dimanche soir. Ah putain, mais moi je suis vraiment décalé parce que du coup je réponds aux questions et après je descends. Donc j'ai quelques minutes de décalage, c'est vraiment pas méchant, hein. Pour une perte de poids de 5 à 8 kilos, quel est le meilleur plan d'action? Alors le meilleur plan d'action, c'est un plan d'action sur lequel tu vas adhérer, sur lequel tu vas prendre du plaisir, sur lequel tu n'auras pas trop de contraintes et sur lequel tu vas tout simplement pouvoir tenir sur le long terme. Pour une perte de poids, du coup, automatiquement, il faut que tu crées un déficit calorique. Pour ça, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Le but sera d'augmenter ta dépense calorique via l'activité, donc via le sport, via la marche, et de réduire ton apport calorique via l'alimentation, donc en consommant plus de fruits, plus de légumes, en consommant des aliments faibles en calories tout simplement, et peut-être en réduisant ton nombre de repas. Les stratégies qui sont connues, tu peux essayer le jeûne intermittent, parce que du coup, tu n'auras que 8 heures pour manger, voire 6 heures, tu peux faire le temps que tu veux, mais du coup, tu auras moins de repas dans ta journée, donc potentiellement moins d'apport calorique dans ta journée. Ensuite, tu peux essayer, je sais pas, il y a des gens ils font un jeûne de 24 heures, un jour sur deux. Il y a un jour où tu manges, un jour où tu manges pas. Ça, c'est une stratégie. Tu peux faire, je sais pas, il y a des gens qui font du cétogène. C'est pas la meilleure chose du coup, parce que si tu t'entraînes en résistance, donc en muscu, c'est pas le mieux. Mais il y a des gens qui font ça. Voilà, il y a plein de façons de faire, il y a plein de stratégies. Renseigne-toi, regarde lesquelles correspondent le mieux à tes contraintes, lesquelles tu pourrais adhérer le mieux, fais des tests de ton côté et regarde ce que tu préfères tout simplement. Parce que la meilleure stratégie sera la stratégie que tu pourras tenir sur le long terme. Peut-on se muscler sans prendre de whey ou de compléments? Oui, tout à fait. En fait, dites-vous que le premier facteur de la prise de masse musculaire, c'est l'entraînement. Si vous prenez des compléments, de la whey, de la protéine, mais que vous entraînez pas, vous n'allez pas prendre de muscles. Ok. Sauf si vous vous dopez. Mais voilà, si vous vous entraînez pas, vous ne prendrez pas de muscles. Parce que il y a une pyramide toujours d'importance. La chose la plus importante, c'est votre entraînement. Si vous vous entraînez pas, vous ne prenez pas de muscles. Après, si vous entraînez, mais vous faites de la merde à l'entraînement, que vos exécutions ne sont pas bonnes, que vous n'allez pas proche de l'échec, vous ne prendrez pas de muscles non plus, même si vous prenez de la whey. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de prendre de la whey ou des compléments. Par contre, donc la whey c'est de la protéine, je le rappelle. Par contre, si vous avez du mal à avoir suffisamment de protéines avec votre alimentation classique, se supplémenter en whey peut être une bonne option et une bonne solution. Donc voilà, et des compléments en fonction des potentielles carences que vous avez l'habitude de faire, en fonction de ce que vous aimez manger ou pas, vous pouvez prendre des compléments. Par exemple, moi je prends de la vitamine D tous les jours parce que j'habite en Bretagne, qu'il n'y a jamais de soleil, qu'il pleut. C'est pas un cliché, il pleut tout le temps. Voilà. Du coup, je suis souvent enfermé. Quand je sors, il n'y a pas de soleil, donc on produit de la vitamine D quand on est exposé au soleil. Je ne suis pas exposé au soleil. On en a un peu avec l'alimentation, mais très peu. Du coup, je me supplémente en vitamine D, tout simplement. 10 km sur une boucle, donc, de la montée et de la descente. Ouais, en vrai, c'est bien, c'est une bonne perf. Je suis rugbyman, donc j'ai déjà un peu de cardio à un rythme jouant 3-4. 3 sur 3 quarts. Ok, rugby, je connais pas du tout, désolé. Celui comment se crée un programme. Noé, d'ailleurs, j'ai vu que j'ai une notification, tu m'as envoyé un message. Donc, comment se créer un programme? Alors, déjà, il faut définir son format d'entraînement. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, push, pull, leg, voilà, ce que vous voulez. Donc, définir un nombre d'entraînements que vous pouvez faire par semaine, un nombre d'entraînements qui est réaliste et réalisable et tenable sur le long terme, s'il vous plaît. Une fois que vous avez votre nombre d'entraînements par semaine, vous définissez votre format d'entraînement, push, pull, leg, upper, lower, full body, front, back, ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous devez choisir vos exercices. Donc, pour choisir vos exercices, choisissez des exercices que vous aimez.
Choisissez des exercices où vous allez être stable. Choisissez des exercices où vous allez pouvoir appliquer la surcharge progressive assez lentement. Parce que si vous passez, je sais pas, d'une barre de 10 à 15 ou d'une barre de 10 à 20 d'un coup, ça fait du simple au double, voire moitié plus. Donc cherchez à rajouter des exercices où vous pouvez rajouter 500 grammes par 500 grammes ou 1 kg par 1 kg. Et je pense que j'ai listé les principales choses. Sur votre sélection d'exercices, essayez de choisir des exercices où vous allez travailler plutôt vos muscles dans une position étirée, vos muscles dans une position raccourcie, de choisir des exercices qui auront plutôt beaucoup de tension à la contraction ou beaucoup de tension à l'étirement. Ça, après, ça demande des connaissances. Le mieux, c'est bien évidemment de se faire coacher. Ensuite, vous devez, une fois que vous avez défini vos exercices, vous devez définir un nombre de séries par exercice. Là, pareil, ça va dépendre. Si vous voulez prioriser un muscle, il faudra que par semaine, vous ayez plus de séries d'entraînement sur ce muscle-là. Après, ça va surtout dépendre de votre proximité de l'échec. Si vous allez à l'échec à chacune de vos séries, ou du moins proche de l'échec, moi je vous conseillerais d'être aux alentours des de la douzaine de séries à peu près, 12 à 15 séries si vous voulez prioriser un muscle. Après, si vous avez du mal à aller à l'échec, que vous êtes loin de l'échec, ce nombre de séries là il va augmenter. Si vous avez des séries peu intenses, vous pouvez facilement monter à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Donc le nombre de séries par exercice, après ça va tout simplement dépendre de votre nombre de séries sur le groupe musculaire par semaine. Donc généralement, je vous recommanderais, si vous êtes loin de l'échec, 3 ou 4 séries par exercice. Si vous arrivez à être suffisamment proche de l'échec, vous serez plutôt à 2 séries, voire 3 séries par exercice. Et il y a même certaines personnes qui s'entraînent très dur depuis très longtemps, qui font 1 série par exercice. Ça, c'est possible. Mais par contre, sur votre série, vous devez tout vous donner, vous devez aller à l'échec. Donc voilà, ça dépend de pas mal de choses pour que tu aies une fourchette. Si tu veux prioriser un muscle, si tu t'entraînes assez dur, si tu es entre 10 et 15, c'est très bien. Si tu as du mal à aller à l'échec, que tes séries sont peu intenses, 15 et plus. Si tu veux pas prioriser le muscle, on recommande 3 séries à l'échec par groupe musculaire par semaine pour maintenir ta masse musculaire. Donc si t'as pas envie de mettre l'accent sur tes biceps, parce que tes biceps sont très bien comme ça, tu fais 3 séries sur tes biceps par semaine à l'échec, tu maintiendras ta masse musculaire. À condition que tu aies la nutrition et tout, ça soit ok à côté, quoi. Et une fois que tu as défini ton nombre de séries, il faut définir son nombre de répétitions. Généralement, les répétitions, moi je te recommanderais de rester dans une fourchette entre 5, voire même 4, entre 4 et 20 répétitions. Tu peux même aller jusqu'à 30 répétitions, mais ça fait des séries assez longues. Et en fonction des exercices, des séries courtes seront peut-être plus adaptées, ou bien des séries longues, ça va dépendre de ce que tu aimes faire. Mais que tu sois sur une série courte ou une série longue, à l'échec, les dernières études nous disent que normalement, il n'y a pas de différence sur l'hypertrophie, sur le développement de la masse musculaire. Donc, apparemment, de ce qu'on nous dit, ce sont les 5 dernières répétitions qui sont le plus important. Donc, si tu vas chercher ces 5 répétitions-là sur chacune de tes séries, que tu fasses 12 reps ou que tu en fasses 20, il n'y a pas de différence sur ta prise de masse musculaire. Et une fois que tu as défini tes répétitions, donc tu peux tu peux faire 2 séries sur un exercice, aller chercher sur ta première série une fourchette de répétitions plus courte. Par exemple, tu peux aller chercher 5-8, et sur ta deuxième série, sur cet exercice-là, tu peux descendre un peu en charge du coup, et aller chercher une fourchette de répétition plus haute, 8-12 par exemple. Une fois de plus, ça dépend de tes préférences, de l'exercice. Sur un squat, aller chercher des séries de 25, tu auras souvent un facteur limitant, tu auras des fois ton cardio, ça va brûler, quoique sur le squat ça va encore. Mais voilà, faut que en fonction de ton exercice, tu choisiras plutôt des séries courtes ou des séries longues. Voilà, et une fois que tu as ça, définir son temps de repos, ou du moins après, j'aime pas les temps de repos fixes, mais te définir une fourchette de temps de repos, ça peut être intéressant. Donc voilà comment se construire un programme, c'est plein d'étapes. Bien évidemment, faites-vous coacher si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça. Si vous voulez aller plus vite, vous libérez de l'espace mental. Si vous voulez vous faire coacher, là tout de suite, envoyez-moi go en DM et comme ça on pourra parler ensemble. Si je vois que je peux vous aider, potentiellement on se fait un petit appel ensemble et
et on voit par la suite. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai également créé une petite formation, un petit cours sur comment se créer un programme d'entraînement. Si vous voulez avoir le lien pour accéder au cours, bah dites-le moi. Ce cours est payant, mais voilà, si vous voulez le lien de la page du cours, je vous l'envoie, comme ça vous pouvez checker. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez acheter le cours. Il dure 2h30 et on rentre plus dans les détails. Salut, je kiffe ce que tu fais. J'ai 16 ans et je suis apprenti boulanger et je m'améliore tous les jours grâce à tes conseils. Bah, merci beaucoup, Liardelio. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de message-là. Souvent, quand il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La majorité qui est silencieuse, qui aime bien ce qu'on fait, qui ne le dit pas en commentaire. Je le sais, parce que moi j'aime beaucoup ce que font plein de créateurs et je commente très rarement. Donc ça fait plaisir d'avoir ces petits messages comme ça. Si ce que je fais ça vous plaît, vous ne m'avez jamais dit, bah, des petits messages de soutien, ça fait toujours plaisir. Sur les lives, sur mes posts, en DM, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force pour continuer. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Lucas qui est un de mes élèves d'ailleurs, on a commencé le coaching lundi ensemble. Et je t'ai fait ton bilan ce matin. Ouais. Tu conseilles quoi pour les flancs, vu que j'ai un corps fit et j'ai des petits flancs? Qu'est-ce que tu appelles des petits flancs? C'est V.2 pour les flancs. Je sais pas qu'est-ce que tu appelles les flancs. Les flancs, les côtés du corps? Je sais pas. Posez vos questions pour tous ceux qui viennent d'arriver là. Si vous avez des questions, des problématiques ou autres, posez-les. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous comprenez pas quelque chose, je suis là pour vous l'expliquer. Et j'ai une boîte à questions si jamais il y a besoin. Ok. Comment je fais pour gagner en force au niveau des jambes, s'il te plaît? Bah, déjà, il faut travailler les jambes. Si tu veux gagner en force au niveau des jambes, je te recommanderais déjà de travailler tes techniques avant de vouloir charger. Il faut que tu aies une bonne technique. Une fois que tu as une bonne technique, bah, augmente progressivement les charges. Je te recommanderais d'être plutôt quand même sur des séries assez courtes. Potentiellement inscris-toi dans une salle de powerlifting, dans une salle de force athlétique, où du coup tu auras des gens qui comme toi veulent développer de la force. Parce que c'est des entraînements vraiment spécifiques pour la force. Et je te conseille plutôt de te tourner vers des séries courtes, généralement entre 1 et 6 reps, de te faire coacher pour avoir une programmation qui est cohérente, de t'entourer de personnes qui veulent faire ça aussi. Et puis, si tu veux développer la force sur tes jambes en particulier, ça dépend si tu veux le faire pour un sport ou pas, mais potentiellement, on travaille 2 fois tes jambes par semaine, 3 fois tes jambes par semaine. Plus tu travailleras tes jambes, mieux ce sera. Merci au top, je suis à Basique et je tombe toujours sur tes vidéos quand j'ai un souci sur une machine. Bah, pas de souci. Normalement, j'ai fait le tour de toutes les machines Basic Fit, du moins. Toutes les salles Basic Fit qui sont équipées en Matrix. J'ai fait le tour de toutes les machines. J'essaie d'apporter des nouveaux exercices avec halter, avec poulie, avec ce genre de choses. Et là, bientôt, j'ai un ami à moi qui va ouvrir une salle à côté d'où je suis. Du coup, il aura plein de machines d'une nouvelle marque. Je pourrais vous faire plein de nouvelles vidéos sur des machines qu'on ne trouve pas dans les salles classiques, dans les salles commerciales, dans les salles low cost. Je pense notamment au pendulum squat, au belt squat, le hack squat, j'en ai déjà fait une sur le hack squat, mais il y a des presses à cuisse qui sont différentes. Et il a une presse à cuisse où il y a plusieurs épis de chargement, donc c'est une presse à cuisse où on charge avec des disques. En fonction d'où on met le disque, il y aura plus de tension en bas ou en haut du mouvement. Du coup, ça va être intéressant aussi. Je vous explique tout ça. Donc, belt squat, pendulum squat, reverse pendulum squat, hip thrust. Voilà, il a acheté plein de machines d'élévation latérale. Donc voilà, du coup, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir en 2025. Et j'essaye en 2025, vous faire plus de contenu long, du contenu comme celui-ci. Tous les lives que je fais, ils sont repostés instantanément sur YouTube. Donc comme ça, si vous voulez aller rechecker les lives, en plus je vous mets les timecodes, comme ça vous pouvez aller directement sur la partie qui vous intéresse. J'ai vu des gens qui arrondissent vachement le dos pour le bench. Est-ce que c'est normal? Moi, j'arrive pas à l'arrondir autant qu'eux. Alors, quand tu veux dire arrondir, je pense que tu veux dire creuser, du coup. Alors, c'est intéressant si tu fais du power, du coup, donc du powerlifting. Le powerlifting, je le rappelle,
c'est que tu as 3 mouvements, squat, bench, squat, bench, soulevé de terre. Donc squat, bench, deadlift. Et le but, c'est de faire le maximum de poids sur une répétition. Donc par exemple, tu fais 100 au coucher, 200 au terre merde, qu'est-ce que j'ai pas dit, et 200 au squat. Ça fait 200 plus 200 plus 100, ça te fait 500 points. Et du coup, le but, c'est de faire le plus haut score en une répétition sur les 3 mouvements cumulés. Et du coup, quand tu vas bomber, quand tu vas arquer ton dos, bah, en fait, ta poitrine elle va être beaucoup plus haute. Du coup, tu auras moins d'amplitude à faire, parce que pour que ta répétition soit validée en power, faut que ta barre elle touche ta poitrine. Et que d'ailleurs ton numérus, donc la partie entre ton coude et ton épaule, soit au moins parallèle avec le sol. Ça, c'est une nouvelle règle depuis 1 an ou 2. Du coup, il faut que la barre vienne toucher ta poitrine. Donc, automatiquement, quand tu vas arquer ta poitrine, tu auras moins d'amplitude à faire. Donc, tu pourras automatiquement mettre un peu plus lourd. Et aussi, d'un point de vue stabilité, c'est mieux. D'un point de vue ego, c'est mieux aussi. Mais ça te permet aussi de mieux placer tes jambes pour pouvoir pousser dans tes jambes. Après, tu n'es pas obligé. Voilà, si tu fais pas du power, cherche pas à avoir non plus une cambrure excessive. Mais quand tu fais du coucher, tu dois avoir un point d'appui, un point de contact au niveau de ta tête, au niveau de tes omoplates, au niveau de tes fessiers et au niveau de tes pieds. Et le fait de te placer comme ça et d'arquer, ça va te permettre d'avoir plus de stabilité, de pouvoir plus pousser dans les jambes tout simplement. J'envoie un petit message de secondes, j'ai un appel prévu là à 21h avec quelqu'un qui voulait des infos sur le coaching. Je vais lui dire que je finis mon live et que je l'appelle. D'ailleurs, si vous voulez avoir des infos sur mes coachings, envoyez-moi un petit message, envoyez-moi go, envoyez ce que vous voulez en DM et on pourra parler de tout ça ensemble. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce qu'après, du coup, je vais partir et je vais vous laisser. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Bonjour Léna. Je dis bonjour Léna, mais ça se trouve elle est déjà partie. Yardelio, ok, je comprends mieux. Si vous avez des questions, si vous faites face à des problématiques, voilà, je réponds encore à une question, voire deux, et après je vous laisse. Vraiment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des termes que vous ne comprenez pas, mon but c'est vous les expliquer facilement, simplement, avec des termes que vous comprenez. Donc voilà. Je vous laisse 30 secondes. Si je vois qu'il n'y a pas de questions dans les 30 secondes, une minute qui arrive, je mets fin à ce live et il sera reposté sur YouTube. Vous pourrez l'avoir directement. Le RPE, s'il te plaît. Ah, Baptiste. Alors, comment expliquer le RPE facilement ? En gros, le RPE, c'est un peu une note d'intensité. Typiquement, je vais prendre la définition exacte de ce que dit Google. Je ne sais pas trop comment l'expliquer facilement. Voilà, le taux d'effort perçu. Donc le RPE, ça signifie le taux d'effort perçu. Donc en gros, si tu fais une série, souvent c'est utilisé en powerlifting, donc sur des séries assez courtes. Si tu fais une série de 5 reps et que, en fait, c'est une note sur 10 d'intensité. En gros, si tu fais tes 3 reps et que après ta 3e rep, tu n'as plus de répétition, tu pouvais plus en faire une, tu seras à RPE quand même 10, tu vois, ou proche des 10. Alors que si tu fais une série de 3, mais que derrière, en fait, tu vois qu'il t'en reste encore 2, voire 3 répétitions, tu seras plutôt sur un RPE de 5. En fait, c'est assez biaisé, c'est assez personnel. Et parce qu'en fait, on n'a pas tous le même taux d'effort perçu pour un même effort. Et du coup, en fait, c'est un peu une note que tu donnes à ta série. Et en gros, si ton coach il met RPE 10, ça veut dire que ta série doit être ultra intense et que une fois que tu as fait ta dernière répétition, tu n'avais plus d'autres répétitions qui passaient. Alors que si tu as RPE, je sais pas, 6, 7, 8, ça veut dire qu'il te reste encore des répétitions de réserve et que du coup, en termes d'intensité, tu n'es pas à ton max et tu aurais pu encore continuer ta série.
Et il faut pas être toujours à RPE 10 parce qu'au bout d'un moment, tu vas te flinguer en termes de système nerveux, en termes de récup nerveuse, de récup musculaire. Du coup, c'est pour ça que c'est utilisé les RPE. Et c'est souvent utilisé du coup dans tout ce qui va être powerlifting, force athlétique, etc. Voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement dans ma pratique ou avec mes élèves, mais c'est surtout utilisé voilà, dans la force principalement. Donc, si t'as bien compris, Baptiste, dis-le moi en commentaire. Si tu veux plus de précision, dis-le moi. Ou s'il y a des termes que t'as pas compris. Le truc optimal, c'est 2 reps avant l'échec, non. Alors, faut vraiment comprendre qu'il n'y a aucune chose qui est optimale, que ce soit. Désolé. Que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition, il n'y a rien qui est plus optimal. Il faut vraiment comprendre que la chose la plus optimale, ce sera quelque chose soit, qui soit propre à vous. Et là, tu me parles du coup de répétition avant l'échec. Alors, là, tu me parles de 2 RIR. Il ne faut pas confondre les RPE et les RIR. Du coup, en fait, si tu vas à l'échec à chacune de tes séries, tu feras moins de séries, automatiquement. Alors que si tu vas à 2 reps avant l'échec, tu feras plus de séries, parce que du coup, tu auras besoin de faire plus de séries pour avoir des répétitions effectives. Euh, une répétition effective, c'est une rep qui est dans les 5 dernières avant l'échec. Mais le problème, c'est que si tu vas à 2 reps avant l'échec, en fait, ça se trouve, tu as une mauvaise perception de l'échec. Moi, je le vois tous les jours en coaching sur les vidéos de mes élèves. Ils m'envoient des vidéos et je leur dis, bah là, en fait, tu fais le double de t'es à 10 reps, toi, tu pouvais encore en faire 10 facile, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que souvent, les gens, vous avez une mauvaise perception de l'échec. Ceux qui ont une bonne perception de l'échec, ce sont les gens qui font du power, qui font de la force, ou des gens qui s'entraînent en muscu depuis longtemps. Et du coup, pour connaître exactement les RIR, les répétitions en réserve qui nous restent par série, il faut avoir été à l'échec. Et il faut avoir été à l'échec plusieurs fois. Parce que tout simplement, votre perception de l'échec va augmenter au fur et à mesure de votre pratique. Moi, il y a 2 ans, 3 ans, je regarde des fois des vidéos de moi qui m'entraînent il y a 2-3 ans. Et en moi, j'étais persuadé que j'étais à l'échec. J'étais en mode, putain, elle est trop dure et tout. Et en fait, je regarde ma série aujourd'hui. Je me dis, mais en fait, il m'en restait au moins 2, ou au moins 3. Donc, en fait, votre perception de l'échec va augmenter avec le temps. Du coup, moi, je vous recommanderais de plutôt chercher toujours à aller à l'échec. Parce que souvent, quand vous penserez être à l'échec, vous ne le serez pas. Et c'est en allant à l'échec, en essayant d'aller à l'échec, qu'on va avoir une bonne perception de ce qu'est l'échec ou de notre proximité de l'échec ensuite. Donc voilà, fais attention à ne pas confondre RPE et RIR parce que ce sont 2 choses différentes. La RPE, enfin les RPE, souvent c'est noté sur 10 et du coup ça va être le taux d'effort perçu. Alors que le RIR, les répétitions in reserve, donc en anglais, j'ai un accent de merde, ce sont tes répétitions de réserve. Par exemple, tu fais une série de 10, il te restait 2 RIR, ça veut dire que tu aurais pu faire avec cette charge 12 répétitions. Et les RIR, souvent, c'est de 1 à 4. Enfin, de 0 à 4. Parce que le but, c'est d'aller chercher au moins une des 5 répétitions effectives. Du coup, c'est rare qu'on soit à 5 RIR. Donc voilà, si tu as compris, comment c'était Baptiste, je crois que tu t'appelais. Ouais, c'est ça. Baptiste, donc voilà, c'est pas le plus optimal d'aller 2 reps avant l'échec. Moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer d'aller à l'échec le plus souvent possible, tout simplement pour améliorer ta perception de ça. Et dernière chose, si ça ne dérange pas, le dégressif pour débuter, c'est utile. Non. Alors, le dégressif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sinon merci beaucoup, avec plaisir. Le dégressif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, typiquement, c'est en gros, je vais prendre des chiffres ronds, ce sera plus simple. En gros, vous faites, je sais pas, un squat à 100 kg. Vous faites un squat à 100 kg. Quand vous arrivez au bout, vous reposez la barre. Souvent, c'est mieux sur un exo comme ça d'avoir des gens sur les côtés qui déchargent le poids. Vous allez tirer à peu près 20% de votre charge. Donc là, ça vous donnerait 80 kg. Vous allez repartir directement. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de pause. Vous allez refaire un max de reps. Une fois que vous pouvez plus faire de reps, vous reposez la barre. Vous redemandez aux gens de retirer 20%. Donc là, 20% de 80, ça ferait 16 kg en moins. Et vous refaites une dernière série. Souvent, les dégressifs, c'est 3 séries. Vous refaites une dernière série, le max de reps que vous pouvez, vous reposez votre barre et votre série est terminée. En fait, c'est 3 séries en une. Et c'est pour les débutants, je ne le conseille pas. Simplement parce que quand vous êtes débutant, vous n'avez pas encore trop les bonnes techniques. Et le fait de faire ça, ça peut vous pousser à vraiment dégrader vos techniques, à faire mal les exos
et potentiellement en fait, vos séries ne soient pas du tout efficaces, voire même vous blesser sur certains exos qui sont polyarticulaires, qui demandent beaucoup de technique, même si je vous rassure, c'est très rare que les gens se blessent. Mais ce genre de technique d'intensification, je ne le recommande pas pour les débutants. Mais ça peut être intéressant si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. Ça vous permet de rajouter du volume d'entraînement. Et du coup, ça vous permet tout simplement d'avoir quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, d'avoir plus de séries, plus de, plus de stimuli musculaires tout simplement. Mais les dégressifs, c'est vraiment, ou les supersets, c'est vraiment utilisé que dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. Et c'est pas parce que en fait, vos séances elles sont plus efficaces si vous faites vos deux exos séparés plutôt que si vous faites un superset. Par exemple, je suis parti sur le superset, mais voilà, les dégressifs, c'est pareil, c'est utilisé avec intelligence, ça va vous racheter de la fatigue. Et si vous avez le temps de vous entraîner, faites pas de dégressifs. À moins que vous aimiez ça et que vous adorez ça et que pour vous, une bonne séance d'entraînement, c'est de finir votre séance par une série dégressive. Ça, c'est, voilà, une fois de plus, c'est l'adhérence à l'entraînement. Si vous adorez ça, si c'est essentiel pour vous, Thomas, si c'est essentiel pour vous de faire ça, faites du dégressif. Bébou. Si je veux augmenter mon 1RM en 2 mois pour les mouvements de squat, DC et terre, qu'est-ce que tu me conseilles comme séance 2 fois par semaine? Bah, si tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine, alors bien sûr, si tu veux augmenter ton 1RM, il faudra peut-être périodiser des choses. Mais bah déjà, il faudra que si tu veux augmenter vraiment tes perfs là-dessus, il faut que tu pratiques le plus souvent du DC, du squat et du terre. Donc potentiellement, si tu n'as que 2 séances par semaine, il faudra que tu fasses au moins 2 des mouvements par séance, voire sur une des 2 séances, voire que tu fasses les 3. Après, ça peut être cycler ça. Par exemple, tu veux te faire 3 semaines à fond où tu feras du terre 2 fois par semaine, 3 autres semaines où tu feras du coucher 2 fois par semaine, et 3 autres semaines où tu feras du squat 2 fois par semaine, par exemple. Faut voir comment tu peux cycler, combien de temps tu as par séance. Mais une fois de plus, tu vois, j'ai pas assez d'infos, mais la grande ligne que je te donnerais, c'est essayer de pratiquer ces mouvements le plus de fois possible par semaine. Peut-être que faire les 3 mouvements par séance à chacune, ça peut te demander du temps, parce que surtout quand tu t'entraînes en force, la montée en gamme elle est assez longue. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà.